Tiens, et si la Chine allait beaucoup plus mal que ce qu'on nous laisse croire ou que ce qu'on nous dit? On en parle avec Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Content de vous retrouver. Bon, est-ce qu'on peut dire ou pas que la Chine ne va vraiment pas fort en cette rentrée? Il y a eu des chiffres qui ont été publiés hier. On sent que le ralentissement, mais là je vous laisse parler, de l'économie chinoise s'est intensifié cet été au travers de différents indicateurs, production industrielle ou autres. Est-ce qu'on peut dire que ça freine encore plus là au tournant de l'été? Et tout ça, c'est la faute de la guerre commerciale ou pas seulement? Alors, 3 questions en une. les chiffres de juillet n'avaient pas été très bons. Les chiffres d'août ont été encore pires alors qu'on espérait un redémarrage de la production industrielle. Donc oui, clairement, le ralentissement de la Chine s'accentue. Il s'accentue sur fond de guerre commerciale, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Donc trimestre après trimestre, ça continue de ralentir. C'est ça la réalité chinoise, même si ça ne va pas si mal que ça, évidemment, quand on écoute les autorités et les officiels chinois qui nous disent qu'en gros, voilà, qu'ils sont là aux commandes et que c'est passager. Ça ralentit. Il y a 10 ans, la croissance chinoise était de 10% par an. Maintenant, elle n'est plus que de 6%. Avec 6%, nous, on sauterait au plafond. Hein. C'est ce qu'avait la France pendant ses 30 glorieuses. Quand elle a fait sa croissance la plus rapide, la France allait au rythme où va la Chine aujourd'hui qui a ralenti. Donc, effectivement, ça n'est pas si mal. Mais le rythme ne cesse de ralentir. Le Premier ministre a reconnu tout récemment, Li Keqiang a reconnu tout récemment que finalement, on serait peut-être en dessous des 6%, qui était l'objectif qu'avait affirmé très fort le Parti communiste. Donc c'est un échec pour eux. Donc ça ralentit encore. Mais il faut voir le mouvement que fait la Chine. La Chine allait à 10% par an, tirée par l'exportation. Ils ont décidé de changer de moteur. Bien avant que Trump arrive au pouvoir, ils ont décidé de passer d'une croissance qui était tirée par l'exportation, c'était la Chine, usine du monde, à une croissance qui est tirée par la demande intérieure, donc par l'investissement et aussi la consommation. Quand vous allez à 10% et que vous changez de mode de propulsion, c'est assez violent. Donc la Chine fait un virage absolument énorme. Jamais un Pour de bonnes raisons. Pour des raisons à la fois environnementales, pour des raisons de... Oui, pour d'excellentes raisons, pour des raisons environnementales, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons aussi de niveau de développement. Donc, puis d'être moins dépendant aussi du reste du monde aussi. Voilà, c'était évidemment la bonne décision. Mais c'est très difficile de changer de moteur, de changer de mode de propulsion quand vous êtes dans en plein virage. Et donc ça, on savait que ça serait compliqué. Tout ça sur fond de guerre commerciale, encore une fois. Alors, oui. Les chiffres en plus sont gonflés, on pourrait y revenir si vous souhaitez. On entend souvent d'ailleurs ça, mais quand la vraie croissance en Chine, pas celle qui était affichée par les autorités quelques jours après la fin du trimestre, certains disent c'est quoi? C'est 2, 3, 4, 5%, le vrai chiffre de croissance. Et comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre-là Personne ne le sait, mais c'est devenu un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise. Quand la Chine était un petit pays, on s'en moquait un petit peu. Maintenant que c'est devenu c'est la deuxième puissance mondiale, on regarde ça de beaucoup plus près. Donc il y a toute une série d'instruments. Il y a des gens qui mesurent la consommation d'électricité, la consommation de ciment, la circulation des trains. Et puis il y a des techniques plus récentes qui ont été mises en place. Il y a des satellites qui regardent si ça chauffe ou s'il y a beaucoup de camions qui sortent des usines. Si on croise tout ça, on arrive à quoi? Et alors, selon les organismes, ça donne entre 3 et 5% de croissance. Ah, c'est plus pareil. Oui, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et donc, on a ce virage extraordinaire des exportations vers la demande interne et la consommation. Et là-dessus, vous rajoutez 2 problèmes. Le premier, c'est tout de même la politique protectionniste de Donald Trump. Et ça, la Chine est aux premières loges. C'était la première cible de Donald Trump. Les mesures n'ont pas arrêté d'être prises. Et ça pénalise le moteur des exportations chinois, à l'évidence quand on voit les chiffres. Évidemment, ça n'était plus le principal moteur de la croissance, mais quand vous avez un moteur secondaire qui soudain se met à tousser, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vous avez ça, et ça clairement, on commence à voir la morsure des mesures protectionnistes américaines sur la croissance chinoise, ça c'est ce qu'on a vu cet été. Et puis si vous rajoutez aujourd'hui la hausse des prix du pétrole, à laquelle la Chine est très sensible, ça risque de devenir encore plus compliqué. Je rappelle que, point de détail qui a échappé à certains, le premier consommateur de très loin du pétrole saoudien, c'est qui? Eh bien, c'est de très loin la Chine. Ouais. Avec derrière, encore une fois, on parle de l'impact de la guerre commerciale sur ce ralentissement, ce freinage fort en Chine, mais on pourrait aussi parler du marché automobile chinois qui s'est retourné depuis maintenant, je ne sais plus, c'est 14 ou 15 mois, qui est largement, après 3 décennies de croissance effrénée, fulgurante,
Ça, c'est la guerre commerciale ou pas, ou rien à voir? Non, non, ça c'est une autre histoire, hein. Donc le marché devrait baisser de 10% cette année. C'est tout à fait sensible. Après des années de croissance à 2 chiffres, Oui, oui, pendant 30 ans. La Chine est devenue en 20 ans le premier marché mondial automobile, hein. J'ai vu le chiffre, Voilà, je donc crois que c'est une voiture sur 3 dans le monde est vendue en Chine, peut-être plus. Non, c'est un petit peu moins. On a un peu au-delà de 20 millions de véhicules, donc c'est près d'un véhicule sur 5, enfin un véhicule sur 5. Un véhicule sur 5, pardon. Enfin, sur 4, qui est vendu en Chine. Donc c'est tout à fait important. Ce retournement. Là, c'est une autre histoire. Ça, c'est la politique industrielle que mène la Chine en matière automobile. Ça consiste à faire monter les normes de voitures électriques, hein. La norme cette année, c'est il faut au moins 10% de voitures électriques. C'est plutôt vertueux. C'est pour forcer l'industrie chinoise à être en pointe sur la voiture électrique qui va être la voiture de demain. Et pour que la voiture chinoise puisse s'imposer dans le monde entier, il faut qu'elle aille à marche forcée vers l'électrification. Mais pourquoi est-ce que les consommateurs achètent moins de voitures? Parce que pour acheter les voitures électriques aujourd'hui, elles sont sensiblement plus chères. Et donc les Et Chinois, Pékin décourage l'achat de véhicules à moteur thermique? Pékin, oui, bien sûr. Pour forcer les constructeurs chinois à s'adapter. Donc si le marché s'est retourné, Jean-Marc, c'est parce que c'est le gouvernement qui est à l'origine de ce retournement. Alors il y a des normes extrêmement dures qui ont été accélérées d'ailleurs au printemps dernier, hein. Pékin a accéléré la mise en place des nouvelles normes sur les émissions moyennes du parc. Et donc il y a aussi eu des rumeurs de subventions qu'allait faire le gouvernement pour compenser ces nouvelles normes. Et les Chinois, ils attendent ces subventions qui ne viennent pas. Ouais. Et donc, on voit le président chinois, il faut que Pékin en fasse plus, encore une fois, parce que même si officiellement tout va bien, voilà, c'est pas dramatique, ça va manifestement plus mal que ce qui nous est dit, avec un pétrole, encore une fois, qui a flambé de 10 ou 15% hier, avec un retournement du marché automobile qui est pour partie lié à la politique du gouvernement. Est-ce que Pékin doit en faire plus? Il y a eu des mesures quand même qui ont été faites, des mesures monétaires, fiscales, déjà, qui ne produisent pas leurs effets, manifestement. Alors, il y a des mesures qui ont été prises. La pression est très forte, à la fois sur la politique monétaire et sur la politique budgétaire. Pékin, d'ailleurs, a déçu ce matin. Il y avait une fenêtre pour abaisser un taux sur des prêts à 1 mois. À 3 mois, ces taux n'ont pas été abaissé. La pression est très forte aussi sur la politique budgétaire, où il y a déjà eu des mesures de relance, notamment sur tout ce qui est investissement public. Mais il y a une grosse question qui se pose, c'est que, comme le montrent les mesures qui ont été prises depuis 1 an ou 2, leur impact sur la croissance semble de moins en moins puissant. C'est comme si on avait un outil qui devenait de moins en moins efficace. Parce que le stimulus aussi était moins puissant que les gros plans de relance qu'on a eu par le passé aussi. Oui, ça n'a rien à voir avec les 500 milliards de dollars, équivalent de dollars, qui ont été injectés dès fin 2008. Il y a deux idées. Pékin n'en a pas fait assez, et à la fois, quand plus Pékin en fait, moins ça marche, un peu comme les banques centrales qui, à force d'inonder, le surcroît de liquidité, le surcroît d'aide monétaire, finalement, produit moins d'effets. Exactement. On a le même débat à cet égard en Chine qu'on a en Europe, c'est l'efficacité décroissante des outils classiques de la politique économique. Bon. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que la Chine devrait passer sous les 6% de croissance si elle ne fait rien, mais on se dit qu'elle va quand même réagir. Parce que qui dit moins de croissance dit pas assez de création de postes, il dit risque social. On sait qu'il y a un contrat tacite entre la population et Pékin pour que tout le monde ait de quoi manger et travailler. Je crois que Pékin fera tout ce qui est possible pour tenter de freiner le ralentissement. Ils ont les marges en plus. Ils peuvent agir à la fois sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire, mais s'ils avaient arrêté de le faire massivement, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait de plus en plus d'effets pervers, hein. Donc, le plus visible était la flambée incontrôlée des prix de l'immobilier. Ils ne veulent pas revenir à cette situation-là. En même temps... Ce qui est plutôt sain, là, encore une fois. Ce qui est plutôt sain, mais en même temps, les autorités, pour la raison précise que vous soulignez, c'est-à-dire la soutenabilité politique du régime, les autorités vont s'efforcer de freiner. Mais l'équation est insoluble. Pardon, on résume ce qu'on vient de dire. Ça fait plus de 10 minutes qu'on parle, mais c'est intéressant. Mais ça continue de ralentir au tournant de l'été en Chine. Oui. Pékin a des moyens de réagir, mais ne souhaite pas trop en faire parce que l'efficacité marginale se réduit. Et donc, c'est quoi la sortie là? J'ai du mal à... La sortie, ça va être un ralentissement progressif de la croissance et la question, dès lors, devient une question politique. C'est-à-dire dans quelle mesure la population chinoise, qui est habituée maintenant à une croissance très rapide, qui a des anticipations d'un avenir infiniment meilleur, ça on le voit très nettement dans toutes les enquêtes internationales, les Chinois vont
comment vont-ils accepter ce ralentissement? On sait que c'est un point d'interrogation qui pèse sur la formidable économie chinoise, sur les formidables progrès qu'elle a fait depuis 40 ans. On se rapproche le moment où on va voir ce qui se passe vraiment quand cette promesse d'un avenir meilleur devient de plus en plus ténue. En tout cas, la dérivée seconde, pardon, c'est pas annulé, c'est-à-dire que ça continue de ralentir en Chine. On n'a pas de signaux aujourd'hui qui sont envoyés, qui nous disent voilà, on a tué le fond de la piscine, ça se stabilise. C'est pas ce qu'on voit là. Non, absolument pas. Le ralentissement va continuer, mais encore une fois, pour une économie oui. au stade de développement de la Chine, faire 6% de croissance, c'est une performance impressionnante. C'est peut-être plus impressionnant que faire 10% de croissance il y a 15 ans. Ouais. Donc le gâteau est déjà beaucoup grossi. Un gâteau qui a déjà grossi, qui grossit de 6%, c'est beaucoup plus qu'un tout petit gâteau qui double. Évidemment. Avec l'idée qu'il y a, comme on finit là-dessus, hein, Jean-Marc, quelques signaux positifs qui ont été envoyés il y a quelques heures de bonne volonté, côté chinois, côté américain, dans cette escalade, cette surenchère commerciale, pour faire baisser la pression. Est-ce que ça tiendra ou pas jusqu'au prochain tweet de Trump? Je ne sais pas, mais il y a eu en tout cas ces signes de bonne volonté en marge, en disant on enlève ça et ça des listes surtaxées, tiens, on va attendre 15 jours avant de surtaxer tel ou tel truc. Donald Trump, c'est un négociateur, hein. C'est ce qu'il sait le mieux faire. Ça fait 18 mois. Oui, mais enfin, ça fait 40 ans qu'il négocie, ou même plus, qu'il négocie tout et n'importe quoi, Donald Trump. Donc là, il est engagé dans un bras de fer avec Pékin pour pouvoir dire à ses électeurs, dans quelques mois, hein, il faut avoir le calendrier américain en tête pour pouvoir dire j'ai réussi à arracher énormément de choses aux Chinois. Et c'est tout ce qui se joue maintenant. Donc, on va avoir ce jeu de chat et de la souris pendant encore quelques mois. Le but de Donald Trump, c'est de pouvoir dire j'ai arraché plein de concessions aux Chinois. Et donc, ensuite, les choses se calmeront sans doute. Mais c'est lui qui aura la pression. Plus il va se rapprocher, on va se rapprocher de l'élection présidentielle, plus Donald Trump aura la pression pour signer un accord, quelque part. Est-ce qu'il en a besoin, selon vous, pour montrer à ses électeurs, regardez tout ce que j'ai réussi à avoir. J'ai fait plier les Chinois. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas. Il va chercher à arracher le plus possible pour pouvoir le présenter devant les électeurs quand c'est politiquement efficace. Bon, voilà. En tout cas, on a fait le tour ou pas? On a oublié quelque chose sur la Chine? Non. Non, mais juste le message clé, c'est que ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis contribue au ralentissement, mais que la Chine est engagée sur un ralentissement durable de son économie, structurel, et que ça va poser tôt ou tard une question politique. Je pense que si Pékin n'a pas envoyé les chars à Hong Kong, c'est peut-être parce qu'ils savent que le contrat social est peut-être plus fragile qu'il ne le fut en Chine ces dernières décennies. Bon, c'est toujours passionnant de papoter avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, qui sera là tous les 15 jours le mardi, désormais. Merci beaucoup Jean-Marc, bonne journée. Merci à vous. Bye.